L'enthousiasme de la nation se refroidit promptement. On a beaucoup dit que ce refroidissement venait de ces actes additionnels. Sans doute cette mesure, on y entrait pour beaucoup, mais il faut en donner un autre motif, c'est que c'était loin de l'empereur que l'on voulait que les Bourbons, dont on ne voulait plus. L'explosion de ceux-ci avait satisfait la nation et en accueillant l'empereur avec tant de chaleur. Les Français suivant leur usage ne pensaient pas au lendemain. La nation, satisfaite de voir humilier et contenir les royalistes qui s'étaient fait des ennemis de tout le monde, se trouva confuse de voir que cette victoire allait lui coûter la paix. Les avantages du commerce et tous les sacrifices qu'une guerre acharnée entraîne à sa suite. Et cependant, une telle révolution ne pouvait pas se faire sans des chances périlleuses, puisque les souverains étrangers avaient placé leur point d'honneur à maintenir la maison de Bourbon sur le trône. Cependant, tous ceux qui avaient fait la guerre répondiront noblement à l'appel de l'honneur et de la nécessité. Mais comme on ne pouvait plus revenir à la conscription au lieu de 400 000 hommes que le gouvernement déclarait avoir sous les armes, il ne s'en trouva pas 250 000. Et il fallait commencer la guerre. Les Bourbons avions été violemment ébranlés dans l'opinion. L'empereur le fut davantage encore. Les royalistes qui ne s'étaient pas montrés parce qu'ils avaient été pris au dépourvu se resserreront à la rue de la liberté qui devions bientôt écraser. Et tous les patriotes qu'il faut bien distinguer des amis de la patrie se trouveront en présence couverts des couleurs sous lesquelles ils avaient combattu. Les vieux ressentiments se réveilleront. Les nouveaux camps présentera bientôt l'image de l'anarchie. Les choix des électeurs s'en ressentiront et bientôt même la Chambre des représentants. L'empereur avait imaginé les chants de mai pour émouvoir toutes les imaginations, mais les électeurs qui avaient été envoyés furent blessés du trône et de la splendeur de sa cour, et même de la messe, car l'imagination prévenue ne vit que l'empereur l'arbitraire et ne pensa plus aux ennemis qui s'y ressemblaient. Beaucoup d'entre eux pensaient au miracle de 92, sans réfléchir à la différence des époques. En 92, la France avait un immense trésor de la papier-monnaie. Elle n'était pas embarrassée par un gouvernement, elle venait de le détruire. Et par ses ennemis intérieurs, le peuple les avait massacrés et forcés à fuir. Et par des prétentions, tout le monde était au même niveau et l'ignorance de la guerre paraissait complète, mais l'enthousiasme était au comble. On voulait l'indépendance à tout prix. Le peuple était furieux, barbare, mais non corrompu. L'armée était courageuse, ambitieuse et de gloire, indifférente depuis les richesses et les faveurs. Maintenant, tout était changé. Les hommes qui avaient des emplois voulaient les conserver et par conséquent étaient d'ici et sans résolution. L'armée avait ses maréchaux d'eux, du misérable rôle qu'ils avaient joué à la restauration. On mépris dans l'armée. Enfin, devant l'ancien maître, détestant les Bourbons et craignant leur rédu, mais redoutant par-dessus tout de recommencer la guerre qui sentait bien ne pouvoir plus faire avec les anciens avantages qui leur avaient procuré tant de gloire et de fortune. L'empereur avait repris tous ses titres jusqu'aux formules blessantes de Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l'Empire. Les conseils d'État imagina de proclamer la souveraineté du peuple.
Cette déclaration lui fut peu agréable, mais il laissa faire. Il ne pouvait plus dicter la loi. Je me rappelle que le jour où elle fut signée par le conseil, je n'étais pas à la séance. En traversant les sections de l'intérieur, le secrétaire me proposa de la signer. Je les fis sans en prendre lecture et rencontrant réunion des 100 Jean d'Angélie. Je lui demandai ce que c'était. C'est, me répondit-il en riant, un acte qui te compromet gravement. Je n'ai un mot qui était guère. Mais M. Blanc, à qui j'en parlais le lendemain, me dit qu'il avait cru devoir donner sa signature. Et comme je m'en étonnais, il me dit en confidence, mais l'empereur ne l'a pas trouvé mauvais. J'ai lu alors cette pièce avec attention et j'ai vu qu'effectivement, elle ne devait pas tout plaire au souverain et que M. Blanc, qu'au lieu d'un acte de courage, n'avait fait qu'un calcul de courtisan. Cette fatale division d'opinion qui arrêta une partie la langue nationale et tendit son influence sur tous les détails de l'administration. On changea beaucoup de préfets. Cela était indispensable. Mais la faveur mêla beaucoup de mauvais choix à quelques-uns d'excellents. On nomma beaucoup de jeunes gens pleins d'odeur, mais que nous pouvions inspirer beaucoup de confiance. Partout on prêchait la règne des lois. À la plupart des commissaires extraordinaires de l'empereur envoyés dans les départements, destituant les employés partout, puis placés où les anciens titulaires. Nous, des hommes qui avions anciennement donné des preuves de patriotisme, autres que cette mesure, entravé la marche des affaires, qui avions un si grand besoin d'une exécution rapide, ajoutait encore au nombre des mécontents. Ces changements étaient nécessaires sans doute pour les chefs supérieurs, qui correspondant directement avec le ministre. Mais il était facile de surveiller les subalternes. Et leurs trahisons ne pouvaient être bien dangereuses dans les premiers temps. Je luttais tant que je peux contre ce système funeste, mais sans succès. On m'opposait sans cesse à la situation des affaires et l'essentiel succès obtenu parce qu'on avait surtout écarté des places des amis des Bourbons. Mais on ne faisait pas assez d'attention que la plupart des employés du gouvernement n'étaient pas des traîtres, mais des gens faibles qui voulaient conserver leur place, qui faisaient une partie de vœux pour l'empereur, qui souhaitions le succès, mais qui craignions une défaite. Je parlais à l'empereur du mal, qui faisions ses émissaires, et il me répondit, il faut une victoire. Je ne puis rien faire avant. Je suis peut-être le seul homme dans cet empire qui conserve tout sang-froid. Et cependant, je ne peux ni imprimer, ni diriger tous les mouvements. Il ne pouvait pas même repousser ses ennemis, dont sa position était changée. Quelques jours après son arrivée, le général Bourmont se présenta à son lever. Il était en grand uniforme, et quoiqu'il se fût placé en première ligne, l'empereur passa devant lui sans s'arrêter ni le regarder. Il ne se rebuta pas. Il y revint 3 jours de suite. J'appris cependant qu'il venait de recevoir une division dans la grande armée. J'en montrai toute ma surprise et demandai avec indignation qui pouvait avoir fait de ces chefs d'œuvre. C'est moi, me dit le batailleur, en se retournant. J'ai répondu de lui. C'est un bon officier qui ne connaît que la France et qui se battra bien et se verra loyalement. Je souhaite fut toute ma réponse. Et quand je revis la bataillère de retour de la campagne, je lui parlais de son protégé. Qui voulez-vous, me dit-il. On avait arrêté son père dans la Vendée. La belle excuse. Ne pouvait-il pas demander sa liberté à l'empereur, qui ne la lui aurait pas refusée? Et d'ailleurs, était ça un motif pour trahir sa patrie et le souverain qu'il avait reconnu?